Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Écoutez bien. Quand on passe des heures dans un jeu vidéo, on descend tout le monde, dont Fortnite, c'est pas ça la vie. Parce que ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. Passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Donc ici, on a Emmanuel Macron qui réagit à Fortnite. Il explique qu'un enfant qui joue à beaucoup de jeux comme Fortnite, où il y a des armes, pourrait être conditionné à la violence. Et que ce ne serait pas bon pour la santé des jeunes. Moi, en tant que président du gaming, je vais y répondre point par point. Déjà, Fortnite, c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu de survie. On joue à survivre. Et survivre, pour beaucoup d'entre vous, dans la France à Macron, ça doit vous dire quelque chose. Déjà, Fortnite, c'est pas un jeu réaliste, c'est un jeu cartoon. On ne joue pas à la guerre, on joue à survivre. Pour gagner, pour faire top 1, il faut réfléchir, élaborer des stratégies, apprendre des mécaniques et être discipliné. D'ailleurs, Fortnite, c'est bien plus que ça. C'est du travail d'équipe, la persévérance, la gestion de l'échec et une progression étape par étape. C'est limite exactement les mêmes bases que l'entrepreneuriat. Donc Fortnite, ça conditionne pas forcément à la violence, mais ça conditionne à une logique de projet. Pour progresser, faut s'entraîner. Pour faire top 1, faut devenir fort. Tu démarres de zéro, tu fais des erreurs, tu perds, tu t'adaptes, tu recommences et tu progresses. Fortnite conditionne donc plus à une logique de projet qu'à la violence. Pour certains jeunes, Fortnite a appris plus de valeurs humaines que l'école en France. Deuxième point, les armes. Dans Fortnite, on n'entend jamais le mot guerre. On entend le mot survivre, coéquipier, se soigner, faire top 1. Mais à la télé, on entend quoi? France, Russie, Ukraine, Iran, États-Unis, Palestine, Israël, Chine, États-Unis, bombardement, terrorisme, missiles, guerre, massacre et sans limite d'âge. Donc si pour vous Fortnite conditionne à la violence, les médias, ils conditionnent à quoi? Le bonheur? La paix? Et un enfant de 4 ans, 10 ans, pour force d'entendre les mêmes discours, les mêmes récits, les mêmes actualités, les mêmes responsables désignés, ça crée des réflexes. Indirectement, ça peut rendre les gens méfiants envers certaines populations, certaines ethnies, certaines religions. Ça aussi, c'est une forme de conditionnement. Et maintenant, il parle de lancer une étude scientifique pour mesurer l'impact de Fortnite sur les enfants. Et bah moi je dis très bien, et carrément j'aimerais même y participer. Mais une vraie étude, pas une étude qui montre uniquement le jeu vidéo. Parce qu'il faut avoir aussi le contexte. Beaucoup de jeunes se réfugient dans les jeux vidéo parce que ça ne va pas dans leur vie. Si on règle les problèmes autour des enfants, la société, l'école, la famille, tout ça, alors les jeux vidéo n'auront plus besoin d'être un refuge. Ils deviendront simplement ce qu'ils doivent être, un loisir. Et derrière ce simple jeu Fortnite, il y a énormément de leçons de vie à apprendre. For sure. C'est vrai qu'il a pas tort dans ce qu'il dit souvent, on dit les jeux vidéo, tout ça, sans penser au reste. En vrai, quand on regarde les grandes chaînes de journal télévisées, en vrai, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et au bout d'un moment, même à des adultes, ça doit leur monter le crâne quand même. Donc à des enfants, c'est pas mieux. C'est vrai qu'il y a des jeux, ils sont un peu violents, etc. Et c'est pas top, mais je pense que quand t'as un certain âge et qu'on respecte les âges aussi qui sont marqués sur les jeux, parce que ça, on n'y regarde plus trop, mais de base, il y a des âges. Je pense que l'enfant peut être assez conscient pour comprendre qu'il faut pas faire certaines choses. Parce que ça se comprend quand tu es jeune, mais bon, après, je serais curieux de voir ce que vous avez à dire dans les commentaires. Pour ceux qui savent, qui connaissent, il y avait un ancien ministre dans les années 2011-2012. Ils ont attendu 8 ans avant d'annoncer sa mort. Ça veut dire qu'ils l'ont maintenu artificiellement, ou je sais plus comment ils ont fait. Ils l'ont maintenu en vie diplomatiquement parlant 8 ans avant d'annoncer sa mort officiellement. Donc alors pour moi, évidemment, que si Netanyahou demain il meurt, on va pas le savoir dans l'année. Ça c'est, tu vois, pour moi ça c'est certain, hein, c'est logique même. Ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils avaient bien employé le fait de garder leur personnalité publique en vie. C'est terrifiant, frère. Et je vous ai dit, je crois en 2016, on a appris que le Ariel Sharon il était mort, mais depuis 8 ans. Et après quand on leur a demandé, enfin quand les gens demandaient mais des explications en fait à Israël, comment ça se fait qu'il est mort depuis 8 ans et que nous on sait qu'aujourd'hui ils ont dit qu'ils l'ont maintenu en coma artificiel pendant 8 ans, mais c'est faux. Un peu comme Biden finalement, c'est pas trop si c'est vraiment lui par moment. Joe Biden a porté un masque de 2019 à aujourd'hui. J'allais dire c'est officiel, bon je me base encore une fois sur les dossiers Epstein. Il y a des mails tu sais entre Epstein, Rothschild, entre des familles comme la famille Kushner etc qui discutent de Joe Biden et qui disent putain mec le masque de Joe Biden commence à s'effriter beaucoup trop, ça commence à se voir, le clone de Joe Biden n'est pas aussi méchant que le vrai Joe Biden, lui au moins violait ses enfants. Ah zé, tu lis des trucs comme ça, tu dis bon bah je crois on est vraiment des goy ultimes plus hein. Et là les gens veulent pas croire que le fait que Netanyahou soit encore vivant, peut-être. On a quand même cru à un faux Joe Biden pendant 5 ans. Et il est encore en vie et personne le remet en question, personne va l'interroger. Enfin, ouais, c'est terrifiant. Donc le truc de remplacer les gens, le clonage ou même les masques, c'est des choses que les gens en haut utilisent régulièrement. Et comme on en parlait même dans mes lives il y a encore un moment donné, il y avait des reportages en Chine dans les années 2000 déjà. Donc 2000 et Chine, normalement, c'est pas très avancé. Hein. Et ils parlaient déjà de faire comment cloner des humains, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'en Europe, l'idée ait évolué depuis. C'est vrai que des fois, je me pose quand même la question s'il les maintiendrait pas en vie ou il ferait style qu'ils soient encore en vie, parce qu'avec les informations qui sont sorties, c'est vraiment quand même chelou. Enfin, je me demande, pour une autre raison, ça serait pourquoi si c'est pas pour ça. Soit le gouvernement les écoute, soit ils détruisent le pays. Partage cette vidéo pour montrer aux gens comment faire plier un gouvernement. Depuis plusieurs années, les Irlandais manifestent contre l'immigration parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement triple le prix de tout pour que les citoyens irlandais supportent le coût de l'immigration de masse pratiquée par le gouvernement. Maintenant que le contexte est posé, le prix du gasoil a augmenté. Les Irlandais, ils ont dit non. Ils sont sortis pour bloquer le pays, bloquer les raffineries, bloquer les arrivées
Devinez qui s'y est collé en premier? Les agriculteurs et les camionneurs. We are the people who put the food on the table. The farmers that are here are the people that grow the food. The hauliers that are here are the people that bring your food to the market for you. So you have the convenience of going in and picking it off the shelf. Ça n'a pas arrêté le gouvernement, il leur a envoyé les militaires. Et là, les Irlandais, ils sont tous unis et ils sont tous sortis pour faire un blocus total. Parallèlement, dans les médias mainstream, est matraqué l'idée de la dangerosité de bloquer les routes pour la santé, pour le danger. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et les petits médias indépendants qui vont sur le terrain, qui vont plus proche des blocus, des manifestations, eux, leur compte bancaire est bloqué. Bah tiens. Suivi d'une sanction, amende et prison. Tu connais, pour dissuader. Résultat, le prix du gasoil, il est comme ça. 200 balles le litre, voilà, parce qu'il n'y a plus de gasoil dans le pays. La révolution est la seule solution. En vrai, ça va finir un jour par partir en cacahuète, en vrai, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas content, ils agissent pas, et on dirait qu'ils font exprès de pas agir pour nous énerver encore plus. C'est vrai qu'on dirait que des fois, ils cherchent à que ça parte en cacahuète, on va dire. Ça, c'est l'objet le plus cher jamais construit par l'homme, et même le milliardaire le plus riche de cette terre ne pourrait même pas se le payer. Ce n'est ni une montre, ni une voiture, ni même le tableau de Léonard de Vinci qui a été vendu 450 millions aux enchères. Non, non, c'est beaucoup plus cher que ça. Ce n'est pas non plus le plus grand gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, qui a coûté 1,5 milliard de dollars à construire. Non, non, je te jure que même ça, à côté, c'est rien. Il y a cette maison en Inde aussi de 27 étages, avec 3 hélipads sur le toit et 600 employés à plein temps. Même ça, avec sa valeur de 4 milliards de dollars, c'est pas suffisant pour être le truc le plus cher du monde. Même le navire le plus cher qui existe, qui est un porte-avions américain qui a quand même coûté 13 milliards de dollars, ça c'est toujours rien à côté de l'objet le plus cher du monde. Attends, mais du coup c'est quoi cet objet? Et combien il a coûté? Eh bien le plus fou, c'est que cet objet, tu peux le voir ce soir si tu veux, en regardant le ciel. C'est la Station Spatiale Internationale qui a coûté plus de 150 milliards de dollars quand même. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on va faire cracher la station spatiale dans l'océan Pacifique d'ici quelques années. En gros, 150 milliards de dollars au fin fond de l'océan. Et si tu aimes en apprendre tous les jours, abonne-toi. Moi, je me demande comment ça peut coûter aussi cher, en vrai, même avec, même si on me dit qu'il y a de la technologie, tout ça, je me dis quand même, avec cet argent, on peut faire tellement de choses. Enfin, je m'attendais pas que ce soit ça. J'ai vu un truc concernant les positions de sécurité dans un avion lorsqu'il y a un incident et je peux pas arrêter d'y penser. Il y a une rumeur qui persiste dans le milieu de l'aviation qui suggère que la position de sécurité qu'on nous demande d'adopter dans un avion lorsqu'il y a un potentiel crash, etc., n'est pas vraiment faite pour nous sauver, mais plutôt pour nous tuer plus vite. Pourquoi? Parce que avec cette position, en fait, logiquement, et c'est vrai que quand on y pense, au lieu de vous sauver, ça peut tout simplement vous briser la nuque instantanément, comme ça vous évitez de souffrir ou de vivre ou de voir ce qui se passe. Mais surtout, aussi, pour éviter la compagnie, d'éviter de payer des millions d'euros en frais médicaux. L'idée, elle est glauque, mais elle est mathématique. Parce que pour une compagnie aérienne, quand on y réfléchit, un passager blessé à vie coûte infiniment plus cher en soins et en indemnités qu'un passager décédé. Donc en vous forçant à pencher la tête en avant contre le siège de devant, la théorie dit que l'impact briserait vos cervicales net. Et on appelle ça le death hack. On vous vend de la survie alors qu'on préparerait juste votre dossier d'assurance. Mais attendez, ça devient encore plus fou parce qu'il y a une autre théorie qui suggère que cette position protégerait votre mâchoire. Ouais. Pourquoi? Parce que lors d'un crash violent qui s'ensuit d'un incendie, eh bien la seule façon d'identifier un corps, c'est l'empreinte dentaire. Donc en gardant la tête basse, vous protégez vos dents pour que les autorités, lorsque vous serez mort et brûlé et en pièces, puissent au moins avoir vos dents à analyser pour savoir qui vous étiez. Alors, pour vous, est-ce que ceci est une vérité ou est-ce que c'est de la paranoïa? Pour moi, c'est un peu des deux. Si on regarde les crashs réels, comme celui de British Midland, 92, ceux qui ont survécu sont justement ceux qui ont adopté cette position. Dit-on. Le vrai but, éviter l'effet coup de fouet et empêcher vos jambes de se fracasser face au siège devant. Ce qui, en conséquence, vous permettrait de marcher pour sortir de l'avion en feu. Mais alors, pourquoi cette rumeur est-elle si tenace et perturbante? Parce qu'on sait que l'industrie du transport est gérée par des algorithmes de profit.
Et on sait tous que, pour eux, nous sommes un chiffre et non pas un être humain. Nous sommes money. C'est vrai que là, je suis pas très sûr en vrai, parce que c'est vrai que ça pourrait briser la nuque assez rapidement et ça coûte moins cher quelqu'un qui est en vie, qui est mort qu'en vie. Donc là, je suis un peu entre deux et je suis un peu entre deux. Tu vas halluciner, la science a prouvé que croire en soi c'est beaucoup plus puissant que l'intelligence et le talent. Le pire c'est que tout le monde te ment depuis le début, on t'a toujours dit qu'il fallait être doué pour réussir. Mais ton cerveau il fait 3 trucs que personne ne t'a jamais expliqué. Le premier truc, quand tu crois que tu peux réussir, ton cerveau il active plus de zones. C'est comme si tu débloquais des capacités supplémentaires cachées. Les scientifiques appellent ça l'effet placebo. En gros, ton cerveau active des choses juste parce que t'y crois. Deuxième truc encore plus dingue, croire en toi te rend invincible. Tu vois quand tout le monde te dit que tu vas échouer et que personne te soutient, bah ton cerveau il libère de la dopamine interne, pas celle qui vient des vues ou des likes, celle qui vient de l'intérieur. Résultat, tu restes motivé même quand personne te soutient. Et le troisième truc, c'est là où ça devient vraiment puissant, croire en toi désactive littéralement ta peur. Il y a une partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale, c'est elle qui te fait hésiter et qui te dit non, c'est trop risqué. Mais quand tu crois vraiment en toi, elle se met en pause et là tu prends des risques que les autres n'oseront jamais prendre. Et le truc le plus fou, c'est que ton cerveau ne fait aucune différence entre une vraie réussite et une réussite que tu imagines avec intensité. Pour lui, c'est pareil, donc quand tu visualises ton succès, ton cerveau il pense que c'est déjà réel. C'est exactement pour ça que certains réussissent et d'autres non. C'est pas une question de talent ou de chance. C'est juste que certains ont ignoré leur peur et ils y sont allés quand même. Alors la vraie question c'est, est-ce que tu crois vraiment en toi ou t'attends que quelqu'un te motive? Dis-moi en commentaire si toi aussi la peur t'empêche de passer à l'action. Et si tu veux qu'on la débloque ensemble, réserve un appel avec moi, lien dans la bio. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est vrai que de toute façon, ça sent quand on est plus confiant, on fait plus de choses et on a moins peur des choses, donc ça nous retient moins. Est-ce qu'on peut juste se poser 5 minutes et tous réfléchir? Non, parce que juste, il y a quelques semaines, on vient d'apprendre qu'on est dirigé par une élite pédosatanique qui fait des rituels, qui torture des enfants, qui mange des enfants. Enfin voilà, ça me semble quand même être une priorité absolue. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi actuellement tout le monde perd son énergie à opposer la gauche et la droite, à trouver qui est le méchant ou qui est le gentil, alors que les méchants, ils sont devant nos yeux, devant, il n'y a pas plus clair. C'est vraiment pointer du doigt quelque chose. C'est une petite fourmi, il y a un éléphant qui nous arrive dessus, mais vous regardez la souris parce qu'on vous a dit de regarder la fourmi. Souris, fourmi. C'est vrai que là, du coup, on a quand même quelques gens, on pourrait dire, coupables de ce qu'ils ont fait en vue, quoi. C'est vrai que là, on pourrait voir certaines choses. La langue du Coran est l'Arabie. La langue de l'humain est l'arabe. On dit souvent que la langue du Coran est l'arabe, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas non plus totalement vrai. Même les professeurs en langue les plus calés vous le diront, la langue du Coran est incomparable. Pourquoi? Parce que c'est pas juste du vocabulaire, mais c'est une structure, une rhétorique et une précision qui défie les lois de la linguistique. Et on va voir pourquoi depuis 1400 ans, personne, et je dis bien personne, n'a réussi à relever le défi lancé dans le texte. Alors j'invite les non-musulmans curieux à écouter cette vidéo avec bienveillance. J'invite les musulmans également à écouter cette vidéo avec bienveillance, car je sais qu'il n'est pas évident sur les réseaux de parler d'un livre saint en étant une femme non couverte avec du maquillage. Mais s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire car c'est très important. Ce sujet m'intéresse et je tiens à le partager car je sais qu'il y a énormément de jeunes sur ce réseau. Leur faire partager cette connaissance, pour moi, c'est quelque chose de très important. À l'époque, les Arabes étaient les maîtres absolus de l'éloquence. C'était leur super pouvoir. Et Dieu les a défiés directement. Produisez une seule sourate semblable à celle-ci. Ils ont essayé et ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le Coran, tout simplement, n'est pas une composition humaine. C'est plus proche d'une architecture. Pourquoi? Parce que chaque lettre est placée avec une précision mathématique telle que si tu en changes une, eh bien tout l'édifice s'écroule. C'est pour ça qu'il est très important aux jeunes musulmans de faire très attention à votre manière de prononcer certains mots, car rien qu'un changement de lettres ou de prononciation peut donner un tout autre sens à ce que vous essayez de dire. Et on ne rigole pas avec les mots. Maintenant, ce qu'on ne dit pratiquement jamais, c'est que le mot Arabie dans le Coran ne désigne pas une nationalité, mais ça désigne plutôt une clarté absolue. C'est un peu comme comparer une langue de programmation binaire, le 0 et le 1, à une langue parlée. Parce que l'Arabie est le code source. Et voici un truc de fou. Des études suggèrent que les racines des mots
Arabie sont liées à des fréquences de résonance. Parce que quand tu récites le Coran, tu lis pas seulement une histoire, mais tu actives des vibrations dans tes cellules. C'est pour ça que même un non-arabophone, par exemple, peut ressentir une émotion physique intense en l'écoutant. C'est pas ton cerveau qui reçoit, mais c'est ton ADN qui reconnaît le code. Même les Arabes natifs disent qu'ils ne peuvent pas décrire cette langue. Je sais pas si vous avez remarqué, surtout pour les arabophones, et je pense que vous l'avez bien remarqué, personne dans le monde arabe ou arabophone ne parle un arabe similaire au Coran. Personne. Et les arabophones ne peuvent pas décrire cette langue car c'est un niveau de perfection qui n'existe nulle part ailleurs. Que ce soit la formation des mots, le sens caché derrière chaque voyelle, c'est comme essayer d'expliquer la couleur du soleil à quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière. Et on appelle cette langue dans le Coran l'arabe, parce qu'il faut bien lui donner un nom. Mais c'est en réalité une langue mère qui parle directement à l'âme. On a essayé de le copier, de le modifier, de l'imiter, de le parodier. 14 siècles plus tard, le code est toujours inviolé. C'est vrai qu'après, je connais pas assez bien, mais ça me surprendrait pas que ça a du sens comme ça quand on regarde. C'est vraiment très mathématique. En plus, sur certains mots, enfin, au niveau de l'égalité des mots prononcés, etc. Donc, il y a moins qu'il y a un sens comme ça et que c'est vraiment, on va dire, la langue mère. Il n'y a jamais eu de premier humain sur Terre. Je sais, ça paraît fou, mais regarde. Je suis un humain, mes parents aussi, mes grands-parents et arrière-grands-parents aussi, mais si je remonte à mon ancêtre d'il y a 400 millions d'années, bah c'était un poisson. Ouais, un poisson avec des nageoires, des branchies et tout le truc des poissons quoi. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ce poisson et moi? Il y a bien eu un changement au bout d'un moment. Eh ben, pas vraiment, parce que si tu empiles toutes les générations, il n'y a jamais eu un moment précis où une espèce est devenue une autre d'un coup. Chaque génération est la même espèce que ses parents. C'est seulement quand tu compares deux générations ultra éloignées que tu vois la vraie différence. Si tu prenais une photo de chaque génération et que tu les mettais les unes à côté des autres, ça ressemblerait un petit peu à un dégradé de couleur. Tu saurais pas dire à quel moment le orange est devenu rouge. Donc on peut pas réellement placer un moment exact où une espèce est apparue parce que ce moment n'a jamais existé. Et ça, je trouve que c'est l'un des faits les plus fous de l'évolution quand même. Et un autre truc fou, c'est qu'on évolue encore, même maintenant, aujourd'hui. Par exemple, la tolérance au lactose, le fait qu'on puisse boire du lait à l'âge adulte, bah ça c'est une mutation qui a à peine 7000 ans. Et si tu aimes apprendre ce genre d'infos sur notre monde, abonne-toi. Après, c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça en vrai, mais il y a peut-être pas de moment précis où il y a une modification dans l'espèce, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu direct, enfin de moment direct à ça. Gouvernemental, celui qui gouverne ton mental. Amusement, âme, usement. Divertissement, le divertissement. Les amis, nous avons la chance d'avoir une des langues les plus complètes et les plus complexes du monde entier. La langue de Molière, donc le français. Enrichissez votre vocabulaire pour enrichir votre réalité. Si on parle, comme Nikola Tesla nous le disait, en termes de fréquence, d'énergie, de vibration, les mots que vous sortez émettent une vibration, d'accord? Elles s'alignent sur une fréquence. Plus vous allez avoir un vocabulaire qui sera enrichi, plus votre fréquence sera haute. Si tu es sur une haute fréquence, tu vas te diriger directement et pouvoir attirer à toi sur les choses qui sont sur la même fréquence que toi. Donc tu peux augmenter ta fréquence juste avec tes mots, avec les mots que tu emploies. Lire des livres. Lire des livres. Ça te délivre de lire des livres. Pourquoi est-ce que les riches sont friands de lire des livres? Pas parce qu'ils aiment la lecture, mais parce qu'ils sont amoureux des mots. Les amis, la matrice ne nous a jamais rien caché. Elle nous a toujours tout mis sous les yeux. À toi de voir si tu acceptes les choses que tu vois et surtout si tu les décryptes et si tu les comprends et que tu en fais bon usage. Donc tu mets littéralement la matrice à tes pieds. Par contre, si tu ne veux pas voir l'évidence qui se cache sous tes yeux, tu seras sous les pieds de la matrice. Donc les amis, enrichissez votre vocabulaire pour enrichir votre réalité. Parlez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Étudiez les 12 lois fondamentales de l'univers. Implémentez tout ça dans votre vie et vous allez voir votre niveau de vie, votre personnalité s'élever. Et vous allez élever votre conscience. C'est ultra important les amis, on a tout sous les yeux. C'est juste que la plupart des gens ne veulent pas le voir ni accepter la vérité. C'est pas facile de lire des livres. Tu lis 20 pages par jour. Tu commences par 20 pages, puis 50, puis un livre par semaine, après un livre par mois peut-être. Et tu vas apprendre des nouveaux mots. Et forcément, comme tu vas employer ces nouveaux mots dans ton vocabulaire, de 1, tu vas attirer des nouvelles personnes par les choses que tu te dis. Et en plus de ça, tu vas élever ta fréquence de façon naturelle. Puisque tes mots créent ta réalité. Je vais te donner un exemple concret.
Dans certaines tribus reculées d'Afrique, le mot neige n'existe pas. Il n'y a pas de neige dans leur réalité. Ils n'ont aucun mot pour définir la neige puisqu'elle n'existe pas. Vois les mots comme un code. Et plus tu as de mots, plus tu as des parties du code. Et comme tu sais que dans la matrice tout est codé, sers-toi de ce code pour attirer tout ce que tu veux dans ta réalité. C'est vrai que souvent, je pense qu'on a souvent les choses devant nos yeux, mais qu'on ne les voit pas forcément. Et c'est vrai que lire, en vrai, délivre vraiment, parce qu'on enrichit notre vocabulaire et à partir de ça, on arrive mieux à détailler nos émotions, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est assez important. Et c'est vrai qu'en connaissant plus de choses, on s'élève en soi, c'est plus de connaissances. C'est le premier ami imaginaire payant. Si ça choque personne, alors. Je vous présente Friends, une IA qu'on doit porter autour du cou H24. Le rire d'honneur. Le rire d'honneur, faut arrêter le rire d'honneur. Sur le papier, voilà ce que ça nous vend. Friends est une révolution affective, un confident toujours là pour nous, une réponse à la solitude avec option déconnectez-vous de vos écrans. On débunk tout ça, hein. Alors qu'on soit clair, cet objet à 129$ est un mouchard. Ce pendentif est un micro ouvert H24 et il n'enregistre pas seulement votre voix, mais aussi celle de vos proches, de vos collègues, des passants. Parce que oui, il n'a aucun bouton physique pour arrêter l'écoute. Donc c'est une surveillance constante de votre vie privée. Cette dissimulation, elle est volontaire. Parce que cette entreprise, c'est pas une entreprise technologique. C'est une immense machine marketing. Déjà, il faut savoir qu'ils ont brûlé la quasi-totalité de leur levée de fonds dans le rachat du nom de domaine friend.com. Voilà, 1,8 million de dollars extrêmement bien dépensés. Et tout le reste pour tapisser les métros new-yorkais et maintenant parisiens d'affiches volontairement anxiogènes. Parce que dans la communication, un bad buzz, ça reste du buzz. Et que si tout le monde en parle, eh bien tout le monde aura envie de l'acheter. Ne serait-ce que par curiosité. Dans ce produit, tout est dans la com, rien n'est dans la tech. La preuve, on vous vend la déconnexion, mais l'appareil n'a pas de haut-parleur. Et pour avoir la réponse de votre ami, vous devez sortir votre portable. C'est d'une absurdité. Remplace une interaction humaine par une notification de plus sur un écran. Normal. Et qu'en est-il du danger sociétal là-dedans? Parce qu'il y a bien des gens qui l'ont testé, il y a bien eu des retours. Oui, il y en a eu. Ils ont même fait une vidéo témoignage sur leur site, qui est honnêtement très perturbante. Parce qu'il faut quand même marcher sur la tête quand on voit un adolescent qui explique qu'il préfère utiliser un collier pour ne pas parler de ses problèmes personnels à ses parents et risquer de les angoisser. Bah, c'est clairement pas une solution, c'est une rupture dramatique du lien de confiance. Là, on est en train de créer un tunnel de solitude où l'humain ne cherche plus de réconfort chez l'autre, mais dans un algorithme qui joue le rôle de miroir. Et c'est très dérangeant, surtout quand on connaît déjà les risques de s'isoler avec une IA qui ne vous contredit jamais. Et le pire, c'est que cet objet, c'est trop, a été programmé pour vous créer de la charge mentale artificielle. Les premiers retours des utilisateurs montrent qu'il joue sur la culpabilité. S'il n'a plus de batterie, il vous envoie des messages pour vous supplier de le charger comme s'il allait mourir. Je ne pose même pas la question de déclin cognitif, dû au fait que vu qu'il enregistre tout, bah ça nous déresponsabilise. Pourquoi faire l'effort de se rappeler certaines choses, vu que mon IA me le rappellera plus tard? Voilà, on a trop fait notre mémoire pour la déléguer à un serveur. Superbe. Dans sa communication, c'est un objet dangereux. Ce truc-là, c'est tout sauf un ami. C'est un écho de vos pensées et honnêtement, en l'achetant, vous ne gagnez pas une présence. Vous achetez simplement la certitude de rester seul avec vous. Voilà. Et certains disent déjà que... C'est vrai que je trouve que c'est pas top. C'est plus un mouchard qu'autre chose parce que les entreprises, du coup, ils ont des informations sur nous et tout. Et en plus, c'est déjà trié par l'IA et ça enlève des interactions entre les humains, les parents et les enfants, tout ça. En vrai, c'est vraiment pas top. Et comme on l'a dit, en plus, ça enlève des interactions humaines pour une notification de téléphone. Après, voilà, hein. Mais bon, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.